Ce soir-là, au milieu des rires et du champagne, un petit bout de papier plié m'a sauvé la vie. Je m'appelle Hélène Collin. J'ai 73 ans. Et ce que je vais vous raconter maintenant, c'est l'histoire d'un anniversaire qui a tout changé, et d'une petite fille de 12 ans qui a vu ce que personne d'autre n'a voulu voir. C'était un samedi d'avril. Le ciel était gris, mais l'appartement de ma belle-fille Valérie brillait comme un décor de magazine. Des ballons argentés flottaient au plafond. Sur la table, un gâteau à 3 étages attendait sagement sous une cloche de verre. 38 bougies, 38 ans, Valérie, ma belle-fille, la femme de mon fils Julien. Elle m'avait invité, bien sûr, mais pas avec chaleur, plutôt avec cette politesse froide qu'on réserve aux obligations. « Maman sera là », avait dit Julien au téléphone, comme s'il s'excusait. J'étais arrivée en avance, comme toujours. J'avais apporté un bouquet de pivoine blanche et une petite boîte enveloppée dans du papier doré. À l'intérieur, une broche ancienne en argent et perles, celle que ma propre mère m'avait offerte pour mes 30 ans. Je voulais la transmettre. C'est ce qu'on fait dans une famille, non ? Valérie avait à peine regardé le paquet. « Oh, merci Hélène. Posez ça là-bas. » Pas un sourire, pas un baiser. Juste ce geste du menton vers la console de l'entrée où s'empilaient déjà d'autres cadeaux bien plus imposants. Julien était dans la cuisine, occupé à ouvrir des bouteilles. Il m'avait embrassé rapidement, distraitement, avant de retourner à ses verres à champagne. Mon fils, mon petit garçon aux yeux clairs, cet homme de 45 ans qui ressemblait de plus en plus à son père et qui me regardait de moins en moins. Mais il y avait Chloé, ma petite fille, 12 ans, des yeux noisettes immenses et des cheveux châtains noués en queue de cheval. Elle était assise dans un coin du salon, silencieuse, pendant que les adultes s'agitaient autour d'elle. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a fait un petit signe de la main, discret, presque secret. Je me suis assise à ma place, au bout de la table, la place qu'on donne aux personnes âgées, loin du centre, loin de l'action. J'avais posé mon sac à main sur mes genoux, comme une vieille dame qui ne sait plus trop où elle est. Les invités sont arrivés, des couples élégants, des rires polis, des bises sur les joues. Personne ne m'a vraiment parlé. J'étais la mère de Julien, un meuble, une obligation familiale. Valérie rayonnait, robe bleu nuit, maquillage impeccable, sourire commercial. Elle papillonnait d'un invité à l'autre, touchant les bras, riant trop fort. Julien la suivait du regard avec une admiration que je ne comprenais plus. Et puis, au milieu du brouhaha, alors que tout le monde levait son verre pour porter un toast, j'ai senti quelque chose glisser sous mon assiette, un petit papier plié en 4. J'ai regardé autour de moi. Personne ne semblait avoir remarqué. Chloé était retournée à sa place, les yeux baissés sur son téléphone. J'ai déplié le billet sous la nappe, discrètement, les mains tremblantes. L'écriture était celle d'une enfant, appliquée, presque trop appuyée. « Mamie, fais semblant d'aller aux toilettes et pars vite. Ne pose pas de questions. Je t'expliquerai plus tard. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai relu 3 fois, 4 fois. Les lettres dansaient devant mes yeux. Partir ? Maintenant ? Pourquoi ? J'ai levé la tête vers Chloé. Elle me fixait intensément, les lèvres serrées. Ses yeux disaient « Fais-le ». Autour de moi, tout continuait. Les rires, les verres qui tintaient, Valérie qui découpait son gâteau avec une précision chirurgicale. Mais moi, j'avais ce billet entre les doigts et une boule dans la gorge. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Mais quelque chose en moi, cet instinct de grand-mère peut-être, ou simplement la peur dans les yeux de Chloé, m'a dit de me lever. Alors, j'ai replié le billet. J'ai pris mon sac et j'ai murmuré, d'une voix que j'espérais naturelle. « Excusez-moi. » Les toilettes ? Personne n'a répondu. Personne n'a même levé les yeux. J'ai traversé le couloir. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. Et au lieu d'entrer dans la salle de bain, j'ai continué jusqu'à la porte d'entrée. J'ai tourné la poignée et je suis sortie dans le silence glacé de la cage d'escalier. Je suis descendue 4 étages à pied, le souffle court, sans comprendre ce que je faisais. Dans le hall de l'immeuble, j'ai attendu. Adossé au mur froid, mon sac serré contre ma poitrine, comme une voleuse dans sa propre famille. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je dois vous ramener en arrière. Parce qu'on ne comprend jamais une fin si on n'a pas connu le commencement. Il fut un temps où Julien et moi, nous étions tout l'un pour l'autre. Son père, Michel, est mort quand Julien avait 16 ans. Cancer du poumon.
3 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Après, il n'y avait plus que nous deux, moi et mon fils. On a survécu ensemble, on a ri ensemble, on s'est reconstruit ensemble. Je me souviens de nos dimanches. Julien venait déjeuner à la maison, même après son mariage avec Valérie. Il arrivait avec du pain frais, des croissants, parfois un bouquet de tulipes, mes préférés. On s'installait dans la cuisine, près de la fenêtre qui donnait sur le square. Il me racontait son travail, ses projets, ses doutes. « Maman, tu es la seule qui me comprenne vraiment », disait-il. Et moi, je l'écoutais. Je versais le café, je coupais le pain, je posais ma main sur la sienne quand il avait besoin de silence. Quand Chloé est née, j'ai cru que ma vie reprenait sens. Cette petite chose rouge et plissée qui serrait mon doigt avec une force incroyable. Julien me l'avait déposée dans les bras, à la maternité, et il avait dit « Regarde, maman, c'est ta petite fille ». J'avais pleuré, pas de tristesse, de plénitude. Pendant des années, j'ai gardé Chloé les mercredis après-midi. Je la récupérais à l'école. On rentrait à pied, main dans la main. Elle me racontait ses journées avec cette voix haut perchée des petites filles qui croient encore que tout est possible. On faisait des gâteaux, des puzzles. On lisait des histoires sur le canapé, sous le plaid écossais qui sentait la lavande. Et puis, un mercredi, Valérie m'a téléphoné. « Hélène, je voulais vous dire, on va s'organiser autrement pour Chloé. Elle a besoin d'activités plus stimulantes. Piano, anglais, ce genre de choses. Vous comprenez ?» J'ai compris. J'ai compris que je n'étais plus nécessaire. Les dimanches ont commencé à s'espacer. On est pris, maman. Valérie a prévu un truc avec ses amis. On se voit la semaine prochaine, promis. Et la semaine prochaine ne venait jamais. Julien appelait encore, bien sûr, mais au téléphone, rapidement, entre 2 réunions. Sa voix était distraite, pressée, comme s'il cochait une case sur une liste. « Ça va, maman ?»« Oui, mon chéri. Et toi ?»« Oui, oui. Bon, je dois filer. Je t'embrasse. » Clic. Et moi, je restais là, le téléphone à la main, dans mon appartement qui sentait le renfermer parce que je n'ouvrais plus les fenêtres. À quoi bon? Il n'y avait plus personne pour venir respirer l'air frais avec moi. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, je me disais que c'était normal, que les enfants grandissent, que les fils deviennent des hommes avec leur propre famille, que je devais accepter de vieillir dans un coin, discrètement, sans déranger. Mais il y avait Chloé. Elle n'avait pas oublié. Elle m'envoyait des petits messages, des dessins par la poste, des photos d'elle avec des mots écrits derrière. « Je pense à toi, mamie. » Une fois, elle avait écrit « Maman dit que tu es vieille et fatiguée, mais moi, je sais que tu es magique. » J'avais gardé ce mot dans mon portefeuille, contre mon cœur. Et ce soir-là, dans la cage d'escalier glacée, avec ce billet plié dans ma poche, je me suis dit que Chloé avait peut-être vu quelque chose que moi, j'avais refusé de voir. Quelque chose de grave. Quelque chose qui justifiait que je fuis l'anniversaire de ma propre belle-fille comme une criminelle. Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé. « Mamie, sors de l'immeuble. Marche vers le parc. Ne reviens pas. Je t'appellerai. » Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai poussé la porte vitrée. L'air frais du soir m'a giflé. Avril. La nuit tombait doucement sur Paris. Et moi, Hélène Colin, 73 ans, ancienne professeure de lettres, veuve digne, grand-mère aimante, je marchais dans la rue comme une fugitive, sans savoir que 15 minutes plus tard, ma vie allait basculer. J'ai marché jusqu'au square Montsouris. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait comme un tambour déréglé. Il y avait un banc sous un marronnier, le même où je venais m'asseoir autrefois avec Chloé quand elle était petite. Je me suis effondré dessus, le souffle coupé. Autour de moi, des enfants jouaient encore malgré la nuit qui tombait. Des mères bavardaient près du bac à sable. La vie continuait, normale, paisible. Mais moi, j'avais l'impression d'être dans un mauvais rêve. Pourquoi Chloé m'avait-elle demandé de fuir? Qu'est-ce qui se passait dans cet appartement, derrière les rires et le champagne? Mon téléphone a sonné. Chloé. « Mamie ?» Sa voix était basse, étouffée, comme si elle parlait cachée dans une pièce. « Chloé, mon ange, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Mamie, écoute-moi bien. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. » Elle respirait vite, trop vite. Hier soir, je ne dormais pas. J'ai entendu maman et papa parler dans leur chambre. Ils pensaient que j'étais couchée. Mon sang s'est glacé. Maman disait que tu devenais un problème, que tu oublies des choses, que tu te répètes, que tu ne peux plus vivre seule. Mais je vais bien, Chloé. Je ne... Mamie, laisse-moi finir, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée.
J'ai entendu qu'elle retenait des larmes. Papa a dit qu'ils avaient à trouver une solution. Une maison de retraite, les jardins de Sèvres. Maman a tout organisé. Et ce soir, des gens de cette maison devaient venir te chercher. Pendant la fête, le monde s'est arrêté. Quoi? Ils voulaient que tu signes des papiers. Ils ont dit que ce serait plus facile si tu étais entouré de monde, que tu ne ferais pas de scène, que tu te laisserais faire. J'ai porté ma main à ma bouche pour ne pas crier. Maman a même dit, elle a dit que c'était le moment parfait, que comme c'était son anniversaire, tu ne pourrais pas refuser de venir. Et qu'après, ce serait réglé. Réglé, comme un problème, comme une fuite d'eau, comme une tâche sur un agenda. Chloé, ton père, Julien a vraiment dit oui? Le silence à l'autre bout du fil a duré une éternité. Papa n'a rien dit, mamie. Il n'a rien dit du tout. Il a juste hoché la tête. Et c'est là que j'ai compris. Mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais élevé seul, celui qui me disait « Tu es la seule qui me comprenne », celui pour qui j'avais sacrifié mes nuits, mes économies, mes rêves. Il avait hoché la tête. Il n'avait même pas eu le courage de me le dire en face. Il avait laissé Valérie tout organiser. Il m'avait invité à cette fête comme on attire un animal dans un piège. « Mamie, tu es là ?»« Oui, mon cœur, je suis là. » Ma voix était calme, étrangement calme, comme si une partie de moi s'était déjà détachée. Les gens du centre, ils sont arrivés? Ils devaient venir à 20h. J'ai regardé ma montre. 20h05. Ils sont là, mamie. Ils viennent d'entrer. Maman leur a ouvert. Elle leur a dit que tu étais aux toilettes. Papa est allé te chercher. Ils vont comprendre que tu es parti. Mon téléphone a vibré. Un appel en attente. Julien. Chloé, je dois raccrocher. Mamie, ne décroche pas. Ne leur dis pas où tu es, s'il te plaît. Je t'aime, ma chérie. Merci. Je t'aime aussi, mamie. J'ai coupé. Le téléphone a sonné encore. Julien. Puis Valérie. Puis de nouveau Julien. Je n'ai pas répondu. J'étais assise sur ce banc, sous ce marronnier, dans ce square où j'avais emmené mon fils quand il avait 5 ans, où je lui avais appris à faire du vélo, où je l'avais consolé après sa première peine de cœur. Et maintenant, ce même fils voulait m'enfermer dans une maison de retraite, sans me demander mon avis, sans me regarder dans les yeux, sans même avoir le courage de me le dire, pendant la fête de sa femme. Comme une chose dont on se débarrasse, j'ai sorti de mon sac la broche en argent et perles, celle que je voulais offrir à Valérie, celle de ma mère. Elle brillait sous la lumière du lampadaire, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris quelque chose. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur, on peut tout donner, tout sacrifier, et cela ne suffit pas, parce que certaines personnes prennent, et prennent, et prennent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de Julien. « Maman, où es-tu? On s'inquiète. Reviens, s'il te plaît. » On s'inquiète. J'ai presque ri. Un rire amer, cassé, qui m'a fait mal à la gorge. Non, ils ne s'inquiétaient pas. Ils avaient peur que leur plan ait échoué. Je suis restée sur ce banc 1 heure, peut-être 2. Je ne sais plus. Les enfants sont partis. Les mères aussi. Le square s'est vidé. Il ne restait que moi, le froid du soir, et cette vérité qui pesait sur ma poitrine comme une pierre. Mon téléphone continuait de vibrer. Messages, appels, encore et encore. Mais je ne pouvais pas décrocher. Parce que si je décrochais, je devrais entendre la voix de Julien. Et je ne savais pas si j'en étais capable. Alors j'ai fait ce qu'on fait quand la réalité devient insupportable. J'ai essayé de me convaincre que j'avais mal compris. Peut-être que Chloé s'était trompée. Peut-être qu'elle avait mal entendu. Elle n'a que 12 ans après tout. Les enfants interprètent mal les conversations des adultes. Peut-être que Julien et Valérie parlèrent d'autre chose, d'une simple visite, d'une information à me donner, pas d'un piège. Mais au fond de moi, je savais, parce que les signes étaient là depuis des mois, des années même. Et moi, je les avais ignorés. Je me souviens du jour où Valérie m'a dit, sur un ton léger, presque amusé, « Hélène, vous avez déjà raconté cette histoire 3 fois ce mois-ci. » J'avais ri, un peu gênée. « Ah bon? Pardon, je deviens vieille ?»« Oui, » avait-elle répondu. « Juste ça. Oui, pas « mais non, ça arrive à tout le monde. » Pas « ce n'est rien. » Juste « oui. » Et Julien, à côté d'elle, n'avait rien dit. Je me souviens aussi de ce déjeuner de Noël l'année dernière. J'avais apporté un gratin dauphinois, la recette que Julien adorait enfant. J'avais mis 3 heures à le préparer. J'avais râpé les pommes de terre à la main, comme autrefois. Valérie avait pris une bouchée et avait grimacé. « C'est très salé, Hélène. Vous avez peut-être un peu forcé sur le sel. » Je n'avais pas forcé. Je fais ce gratin depuis 40 ans. Mais j'ai dit « Oh, pardon, je ne m'en suis pas rendu compte. »
et j'ai vu Valérie échanger un regard avec Julien. Un regard qui disait « Tu vois, comme si j'étais un cas clinique, une preuve. Il y a eu aussi cette fois où j'avais oublié mon parapluie chez eux. J'avais appelé Julien pour le récupérer. Maman, c'est la 3e fois ce mois-ci que tu oublies quelque chose ici. » Sa voix était fatiguée, presque irritée. « Tu devrais peut-être consulter un médecin, faire des tests. » Des tests. Comme si oublier un parapluie faisait de moi une malade. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis excusée. Encore et encore. Pardon de vous déranger. Pardon d'être un poids. Pardon d'exister. Je me suis faite petite, invisible, docile. Quand il ne m'invitait plus, je ne disais rien. Quand Valérie me parlait avec cette froideur polie, je souriais. Quand Julien annulait nos déjeuners du dimanche, je répondais « Ce n'est pas grave, mon chéri. On se voit une autre fois. » Parce que j'avais peur. Peur de les perdre. Peur d'être seule. Peur de devenir cette vieille femme encombrante qu'on fuit les jours de fête. Alors je me suis pliée. J'ai accepté les miettes, les appels de 5 minutes, les « on est pris, maman », répétés à l'infini. J'ai accepté d'être effacée de leur vie, petit à petit, sans bruit. Parce que je croyais que si je restais gentille, discrète, accommodante, ils finiraient par revenir. Mais ils ne sont pas revenus. Ils ont juste continué à prendre ce que je donnais, mon temps, mon amour, ma dignité. Et maintenant, ils voulaient prendre ma liberté. Mon téléphone a vibré encore. Cette fois, c'était un long message de Julien. « Maman, je sais que tu es bouleversée, mais on voulait juste t'aider. Cette maison est très bien, tu y seras bien entourée. Tu ne peux plus rester seule, tu le sais. On s'inquiète pour toi. S'il te plaît, reviens. On va discuter calmement. » Discuter calmement. Comme si c'était une discussion. Comme si j'avais eu mon mot à dire. J'ai regardé ce message longtemps, très longtemps, et j'ai réalisé quelque chose. Julien me parlait comme à une enfant, pas comme à sa mère, pas comme à la femme qu'il avait élevée, qu'il avait nourrie, qu'il avait aimée inconditionnellement. Il me parlait comme à quelqu'un qu'on doit gérer. Un problème à résoudre. J'ai serré la broche dans ma main. Le métal froid me brûlait la paume. Et pour la première fois, au lieu de chercher des excuses, au lieu de me dire que j'avais mal compris, au lieu de minimiser, j'ai accepté la vérité. Mon fils avait organisé mon internement, sans me demander mon avis, sans me regarder dans les yeux, sans même avoir le courage de m'en parler. Il avait choisi sa femme, son confort, sa tranquillité, et il m'avait abandonnée. Je suis rentrée chez moi ce soir-là en taxi, pas en métro. Je n'avais plus la force. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur et m'a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête, menti, souri même. On apprend ça, avec l'âge. À sourire quand on saigne à l'intérieur. Mon appartement sentait le renfermer. Je n'avais pas ouvert les fenêtres depuis 3 jours. La vaisselle du matin était encore dans l'évier. Le courrier s'empilait sur la console de l'entrée. Je me suis assise sur le canapé, sans enlever mon manteau, sans allumer la lumière, et j'ai pleuré. Pas comme on pleure une dispute ou une déception. Non, j'ai pleuré comme on pleure une mort, parce que quelque chose en moi venait de mourir. L'illusion, l'espoir, l'amour aveugle d'une mère. Mon téléphone a vibré. Encore Julien, puis Valérie, puis un numéro inconnu. J'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais plus les entendre. Pas maintenant, pas ce soir. J'ai regardé autour de moi, mon appartement, mes meubles, mes photos. Toute ma vie dans 60 mètres carrés. Et je me suis demandé, est-ce que je perds vraiment la tête? Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce que je me répète? Est-ce que je deviens cette vieille femme dont on doit s'occuper? J'ai ouvert mon ordinateur portable, celui que Julien m'avait offert il y a 3 ans en disant « Comme ça, tu pourras nous envoyer des emails, maman ». J'ai tapé dans le moteur de recherche « Les jardins de Sèvres ». Le site était magnifique. Des photos de chambres claires, de jardins impeccables, de personnes âgées souriantes jouant aux cartes dans une salle commune lumineuse. Résidence médicalisée haut de gamme, disait la page d'accueil. Prise en charge adaptée pour seniors en perte d'autonomie. Perte d'autonomie. J'ai cliqué sur l'onglet « Tarif ». 3 800 € par mois. Pour une chambre simple, 4 500 pour une chambre avec balcon. J'ai retenu mon souffle. Comment Julien comptait-il payer ça? Et puis j'ai compris. Mon appartement. Cet appartement que Michel et moi avions acheté en 1975, que nous avions rénové nous-mêmes, où nous avions élevé Julien, où j'avais pleuré Michel, où j'avais survécu. Il vaut cher maintenant. Très cher. Dans le 14e arrondissement, près du parc, c'est devenu un quartier prisé.
Valérie le savait. J'ai ouvert ma boîte email. J'avais besoin de vérifier quelque chose. Et là, dans mes spams, j'ai trouvé un message daté de 3 semaines plus tôt. Un message que je n'avais jamais vu. De contactelejardindesèvres.fr. Objet. Confirmation de votre visite du 15 avril. Chère Madame Collin, nous vous confirmons votre visite des Jardins de Sèvres prévue le 15 avril à 14 h en présence de votre fils, Monsieur Julien Collin, et de Madame Valérie Collin. Nous avons préparé votre dossier comme convenu et restons à votre disposition pour toute question. Bien cordialement. La direction. Le 15 avril. Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Mais je n'avais jamais confirmé de visite. Je n'avais jamais été contacté. Quelqu'un avait répondu à ma place. Quelqu'un avait utilisé mon adresse e-mail, mon nom, mon identité. J'ai fouillé dans mes emails envoyés. Rien. Mais dans la corbeille, j'ai trouvé plusieurs messages supprimés. Des échanges avec les Jardins de Sèvres, des documents à télécharger, un formulaire pré-rempli avec mes informations personnelles, des messages que je n'avais jamais écrits. Et soudain, je me suis souvenu. Il y a 2 mois, Julien était venu me rendre visite. Une visite surprise, inhabituelle. Je passais dans le quartier, maman. Je me suis dit que j'allais monter 5 minutes. Il était resté une demi-heure. J'avais fait du café. On avait parlé de tout et de rien. Et à un moment, j'étais allée aux toilettes. Quand j'étais revenue, Julien était debout près de mon bureau. Mon ordinateur était ouvert. « Tu regardais quelque chose, mon chéri ?»« Non, non. Je cherchais juste un stylo. » Un stylo. Il avait accès à mon ordinateur. Il connaissait mon mot de passe. Je le lui avais donné l'année dernière quand j'avais eu un problème technique. Il avait tout fait, tout organisé, en mon nom, sans me demander mon avis, sans même me dire la vérité. Mon téléphone, que j'avais rallumé sans réfléchir, a vibré. Un message de Chloé. « Mamie, tu vas bien? Ils sont tous fous ici. » Maman crie. « Papa fait les 100 pas. Ils veulent appeler la police. J'ai dit que c'était une mauvaise idée. Ils m'ont envoyé dans ma chambre. Je t'aime. Tiens bon. La police. Ils voulaient signaler ma disparition. Faire croire que j'étais confuse, perdue, dangereuse pour moi-même, pour justifier l'internement. J'ai serré la broche dans ma main. Le fermoir m'a piqué la paume. Une petite douleur nette, réelle. J'ai regardé les photos sur le mur. Julien a 5 ans. Julien a 10 ans. Julien le jour de son mariage. Chloé bébé. Chloé a 6 ans avec moi au Luxembourg. Toute une vie de souvenirs, d'amour, de sacrifices. Et maintenant, il me traitait comme un obstacle, une chose à déplacer, un bien à liquider. J'ai ouvert mon carnet, celui où j'écris depuis des années, mes pensées, mes journées, mes lectures. Chaque page était remplie d'une écriture claire, régulière, cohérente. Pas une écriture de malade, pas une pensée confuse, juste moi, Hélène, lucide, vivante. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai pris une décision ce soir-là, sur ce canapé, dans cet appartement que j'aimais. Je n'allais pas me laisser faire, je n'allais pas disparaître en silence. Et surtout, je n'allais pas me laisser voler ce qui me restait de dignité. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais assise à la table de la cuisine, devant une tasse de thé froid que je n'avais pas bu. La fenêtre était entr'ouverte. Le vent d'avril faisait voler les rideaux. Dehors, Paris dormait. Mais moi, je veillais. Je veillais sur ma vie, sur ma lucidité, sur ce qui me restait de moi-même. À 6 h du matin, j'ai entendu des coups à la porte, insistants, presque violents. Mon cœur s'est serré. Je savais qui c'était. « Maman, maman, ouvre, je sais que tu es là. » Julien. Sa voix était tendue, fatiguée, peut-être même en colère. J'ai attendu, immobile, silencieuse. « Maman, s'il te plaît, on doit parler. » J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et j'ai ouvert la porte. Il était là, dans le couloir, les cheveux en désordre, les yeux rouges, encore habillé avec les vêtements de la veille. Il sentait l'alcool et la fatigue. Derrière lui, personne. Valérie n'était pas venue, bien sûr. « Maman !» Il a fait un pas vers moi, les bras tendus, comme pour m'étreindre. Je me suis reculée. « Entre !» ai-je dit. Ma voix était calme, trop calme. Il est entré, à regarder autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose, peut-être des signes de démence, de confusion, de cette maladie imaginaire qu'il m'avait inventée. « Assieds-toi !» ai-je dit en désignant le canapé. Il s'est assis. J'ai pris le fauteuil en face de lui, pas trop près. Je voulais de la distance. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Pourquoi tu es partie comme ça ? On était mort d'inquiétude. » Mort d'inquiétude. J'ai posé mes mains sur mes genoux, sagement.
comme une petite fille obéissante. Julien, pourquoi des gens d'une maison de retraite étaient-ils présents hier soir à l'anniversaire de Valérie? Le silence qui a suivi a duré une éternité. Il a baissé les yeux, s'est frotté le visage avec les mains, a soupiré. Chloé t'a dit, ce n'était pas une question, c'était une constatation, presque un reproche. Oui, elle m'a sauvée. Sauvée? Maman, on ne voulait pas. Ce n'était pas quoi, Julien? Ce n'était pas un piège? Ce n'était pas une trahison? Ma voix restait calme, mais mes mots étaient des lames. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon fils. Vraiment, pas l'homme qu'il était devenu, mais le petit garçon qui mentait quand il avait cassé quelque chose et qui espérait que je ne le remarquerais pas. On s'inquiétait pour toi, maman. Tu oublies des choses, tu te répètes. L'autre jour, tu as laissé le gaz ouvert. Le gaz? Oui, quand on est venu déjeuner il y a 3 semaines. Tu ne t'en souviens pas? Je me souvenais très bien de ce déjeuner. J'avais fait un poulet rôti. Tout était parfait. Je n'avais pas laissé le gaz ouvert. Julien, c'est faux. Maman, je l'ai senti en arrivant. Valérie aussi. On a dû ouvrir toutes les fenêtres. Non? Si? Non, Julien. C'est faux. Ma voix avait monté. Juste un peu, mais assez pour qu'il comprenne que je ne plierais pas. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Maman, tu ne peux plus vivre seule, c'est dangereux. Pour toi. Et on ne peut pas être là tout le temps. On a nos vies, nos obligations. Valérie travaille beaucoup, moi aussi. Et donc, la solution, c'était de me faire enfermer, sans me demander mon avis. Ce n'est pas un enfermement. C'est une maison très bien, à 3 800 € par mois. Il a relevé la tête, surpris. Tu as regardé? Évidemment que j'ai regardé. Quelqu'un a utilisé mon adresse e-mail pour organiser une visite sans mon accord. Quelqu'un a pris rendez-vous en mon nom. Et je suppose que ce quelqu'un, c'était toi. Il n'a rien dit. Mais son silence était un aveu. Julien, comment comptais-tu payer? Il s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre, a regardé dehors, les mains dans les poches. On a parlé avec un notaire. Ton appartement vaut cher maintenant. Très cher. Si on le vend, ça couvre largement les frais de la maison de retraite. Et même, il restera quelque chose pour... Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Pour eux, pour lui et Valérie, pour leur confort. Mon appartement. Maman, tu n'en as plus besoin. Là-bas, tu auras tout. Des soins, de la compagnie, des activités. Et vous aurez l'argent. Il s'est retourné brusquement. Ce n'est pas pour l'argent. Ah non? Non! C'est pour toi, pour ta sécurité. Alors pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Pourquoi tu n'es jamais venu me dire en face, « Maman, je m'inquiète pour toi, parlons-en ensemble ». Il a ouvert la bouche, l'a refermée, parce que tu aurais refusé. Exactement, j'aurais refusé, parce que c'est ma vie, mon appartement, mon choix. Maman, tu n'es plus en état de décider. Et voilà, ces mots qui résumaient tout. Pour lui, j'étais devenue incapable, diminuée, une enfant dont il fallait prendre en charge les décisions. Je me suis levée, lentement, dignement. « Julien, regarde-moi. » Il m'a regardée. « Est-ce que je te parais confuse? Est-ce que je te parais malade? Est-ce que tu vois une femme qui ne sait plus ce qu'elle fait ?» Il a hésité. Puis il a secoué la tête. « Non, mais quoi? Mais Valérie dit que... » Valérie. Toujours Valérie. Ce n'est pas Valérie qui a passé des nuits blanches quand tu avais de la fièvre. Ce n'est pas Valérie qui a travaillé 2 emplois pour payer tes études. Ce n'est pas Valérie qui t'a élevé seule après la mort de ton père. Je sais, maman, je sais tout ça. Non, tu ne sais rien. Parce que si tu savais, tu ne serais pas là, devant moi, à me dire que je ne peux plus décider de ma propre vie. Ma voix tremblait maintenant, malgré moi, malgré toute ma dignité. Tu sais ce que j'ai ressenti hier soir quand Chloé m'a donné ce billet? De la terreur, de la honte et de la tristesse. Une tristesse tellement profonde que j'ai cru que j'allais mourir sur ce banc, dans ce square où je t'emmenais jouer quand tu avais 5 ans. Maman, laisse-moi finir. Il s'est tu, pendant des mois, j'ai senti que je vous perdais, toi et Valérie. Je me suis dit que c'était normal, que vous aviez votre vie, que je devais accepter de vieillir dans un coin, discrètement. Alors, je me suis faite petite. Je ne vous ai pas appelé. Je n'ai pas insisté quand vous annuliez nos rendez-vous. Je n'ai rien dit quand Valérie me parlait comme à une idiote. Il a voulu m'interrompre. J'ai levé la main. Mais hier soir, j'ai compris. Ce n'était pas de l'oubli. Ce n'était pas de la négligence. C'était un plan. Un plan pour me faire disparaître, pour vous débarrasser de moi. Pour vendre mon appartement et me mettre dans une institution. Sans mon accord, sans ma dignité,
Ce n'est pas comme ça. Alors, explique-moi comment c'est. » Il est resté silencieux, longtemps. Et puis, il a murmuré, si bas que j'ai à peine entendu. « Valérie dit que tu lui fais peur, que tu es devenue bizarre, qu'elle ne se sent pas à l'aise avec toi. » Bizarre. J'ai presque ri. « Julien, ta femme ne m'a jamais aimé. Dès le début, je le savais. Mais je l'ai accepté parce que tu l'aimais. J'ai fait des efforts. J'ai été polie, gentille, discrète. Mais ça n'a jamais suffi. Parce que pour elle, j'étais un obstacle. La belle-mère encombrante. Celle qui se souvient de ce que tu étais avant elle. Maman, arrête. Non, toi, arrête. Arrête de la défendre. Arrête de me mentir. Et surtout, arrête de te mentir à toi-même. Je suis allée chercher mon ordinateur. Je l'ai ouvert. Je lui ai montré les emails, les documents, les messages supprimés. Tu as utilisé mon adresse email. Tu as organisé une visite en mon nom. Tu as pris des décisions sur ma vie sans me consulter. Tu as trahi ma confiance. Il regardait l'écran, pâle, silencieux. Et le pire, Julien, ce n'est pas ce que tu as fait. C'est comment tu l'as fait. En cachette, en mentant, en me piégeant. Je pensais que c'était mieux comme ça, que tu ne souffrirais pas. Tu pensais que ce serait plus facile pour toi. Il a fermé les yeux. Et j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Je ne savais pas quoi faire, maman. Valérie me répète tous les jours que tu deviens dangereuse, que tu vas te blesser, qu'on sera responsable si quelque chose t'arrive. J'avais peur. Peur de quoi? De te perdre. Alors tu as préféré m'abandonner. Le silence est retombé. Lourd, définitif. J'ai sorti de ma poche la broche en argent et perles. Je l'ai posée sur la table entre nous. C'était pour Valérie, pour son anniversaire. La broche de ta grand-mère, un héritage, une transmission. Il a regardé la broche. Les larmes continuaient de couler. Mais je ne peux pas la donner à quelqu'un qui veut m'effacer, à quelqu'un qui m'a volé ma liberté. Maman, va-t'en, Julien. Quoi? Va-t'en. J'ai besoin d'être seule. Il s'est levé, a hésité, a tendu la main vers moi. Je me suis reculée. S'il te plaît, va-t'en. Il est resté là encore quelques secondes, puis il a marché vers la porte. S'est retourné une dernière fois. Je t'aime, maman. J'ai fermé les yeux, parce que si je les gardais ouverts, j'allais pleurer. Et je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Moi aussi. C'est bien le problème. Il est parti. La porte s'est refermée doucement, et je me suis effondrée sur le canapé. J'avais confronté mon fils. J'avais dit la vérité. J'avais refusé de me soumettre. Mais je venais aussi de perdre ce qui me restait de famille. Parce que parfois, se battre pour sa dignité, c'est accepter de tout perdre. Après le départ de Julien, je suis restée 3 jours sans sortir de chez moi. 3 jours à errer d'une pièce à l'autre, comme un fantôme dans sa propre vie. Je ne mangeais presque rien. Une tartine le matin, un yaourt le soir, je n'avais pas faim. La douleur occupait tout l'espace dans mon ventre. Mon téléphone sonnait. Encore et encore. Julien, Valérie. Des numéros inconnus que je supposais être la maison de retraite, ou peut-être leur avocat. Je ne décrochais pas. Le 3e jour, un jeudi matin, j'ai reçu une lettre recommandée. Le facteur a sonné. J'ai ouvert, les cheveux défaits, en robe de chambre. Il m'a tendu l'enveloppe avec un sourire poli, un sourire qui s'est effacé quand il a vu mon visage. « Ça va, madame ?»« Oui, merci. » Mensonge. J'ai refermé la porte, ouvert l'enveloppe. Mes mains tremblaient. C'était une lettre du cabinet d'avocats Moreau & Associés. « Chère Madame Collin, nous représentons Monsieur Julien Collin et Madame Valérie Collin dans le cadre d'une procédure de mise sous protection juridique. Compte tenu de votre état de santé préoccupant et de votre comportement erratique récent, nos clients souhaitent engager une mesure de tutelle dans votre intérêt et pour votre sécurité. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter à une évaluation médicale le 22 avril prochain à 9 h au cabinet du docteur Laurent Besson, psychiatre. Le reste des mots se sont brouillés devant mes yeux. Mise sous tutelle, évaluation psychiatrique, comportement erratique. Ils n'avaient pas renoncé. Au contraire, ils avaient escaladé. Si je ne me laissais pas faire, ils allaient me faire déclarer incapable. Légalement, officiellement, j'ai relu la lettre, 3 fois, 4 fois. Et puis j'ai fait ce que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai appelé un avocat. Maître Sophie Renaud, une femme que je connaissais vaguement, une ancienne élève d'il y a 30 ans, devenue une brillante avocate spécialisée en droit de la famille. Elle m'a reçu le jour même. Son cabinet était lumineux, moderne, rempli de plantes vertes. Elle m'a accueilli avec un thé et un sourire chaleureux. « Madame Collin, je me souviens de vous. Vous étiez ma professeure de français en 3e.
Vous m'aviez dit que j'écrivais bien. Ça m'a donné confiance. J'ai souri. Un petit sourire fragile. Je suis contente que vous ayez réussi. Racontez-moi ce qui se passe. Alors je lui ai tout raconté. Le billet de Chloé, la fuite, la découverte du plan, les emails, la confrontation avec Julien. Et maintenant, cette lettre. Elle m'écoutait, prenant des notes, hochant la tête. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Collin, êtes-vous en train de me dire que votre fils veut vous placer sous tutelle contre votre gré? Oui. Avez-vous des problèmes de santé mentale, des diagnostics, des troubles cognitifs avérés? Non, rien. J'ai tous mes esprits. Des hospitalisations récentes? Des traitements psychiatriques? Non. Alors ils n'ont aucune chance. » Elle a dit ça avec une certitude qui m'a fait du bien, comme un baume sur une plaie. Pour obtenir une tutelle, il faut des preuves médicales solides, un certificat d'un médecin, une évaluation psychiatrique complète. Vous êtes lucide, cohérente, vous gérez votre vie, vous payez vos factures, vous prenez soin de vous. Mais, et si le psychiatre dit que je suis malade? Et s'il le perd pour mentir? Elle a secoué la tête. Je vais vous recommander un expert indépendant, quelqu'un que je connais, quelqu'un d'intègre. Vous allez passer cette évaluation. Et je suis prête à parier ma carrière que le rapport conclura que vous êtes parfaitement capable. Et ensuite, on attaque. Comment ça? Votre fils a accédé à votre ordinateur sans permission. Il a utilisé votre adresse e-mail à votre insu. Il a organisé un rendez-vous médical en votre nom. C'est de l'usurpation d'identité, de la manipulation. Et si on arrive à prouver qu'il y a un intérêt financier derrière, la vente de votre appartement, c'est encore plus grave. Mon cœur battait vite, trop vite. Vous voulez dire porter plainte contre mon fils? Elle m'a regardée avec douceur. Je sais que c'est difficile, mais parfois, pour protéger sa dignité, il faut se battre, même contre ceux qu'on aime. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange, un mélange de force et de tristesse. Force, parce que je n'étais plus seule, parce que j'avais une alliée, parce que la loi était de mon côté. Tristesse, parce que j'étais en train de me battre contre mon propre fils, contre l'enfant que j'avais porté, nourri, aimé. Les jours ont passé. J'ai passé l'évaluation psychiatrique, 2 heures avec le docteur Besson. Des tests, des questions, des exercices de mémoire. À la fin, il m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Madame Collin, je ne vois aucun signe de démence, de confusion ou de trouble cognitif. Vous êtes parfaitement lucide. Vous allez l'écrire dans votre rapport? C'est déjà fait. » J'ai pleuré dans le métro en rentrant. Des larmes de soulagement, de validation, de fierté aussi. Je n'étais pas folle, je n'étais pas malade, j'avais raison. Mais la victoire avait un goût amer. Parce que pendant ce temps, Julien ne m'appelait plus. Chloé m'envoyait des messages en cachette. « Mamie, maman et papa se disputent tout le temps. Ils parlent de toi. Papa dit qu'il a fait une erreur. Maman dit qu'il est faible. Je ne sais plus quoi penser. J'ai peur. » Je répondais toujours la même chose. « Ma chérie, ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. Je t'aime, sois forte. » 2 semaines après la lettre de l'avocat, j'ai reçu un coup de téléphone. « Julien. » J'ai hésité, longtemps, puis j'ai décroché. « Maman. » Sa voix était éteinte, brisée. « Julien. Je voulais te dire, on retire la procédure. L'avocat a reçu ton rapport médical. On ne peut pas continuer. » Silence. Et je suis désolée. Ces mots sont sortis comme un sanglot. Je suis tellement désolée, maman. J'ai fermé les yeux, respiré profondément. Merci de me le dire. Est-ce qu'on peut se voir? Non. Maman, s'il te plaît. Non, Julien. Pas maintenant. J'ai besoin de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Un long silence. J'entendais sa respiration. Irrégulière, tremblante. Je t'aime, maman. Je sais. Est-ce que tu m'aimes encore? Cette question m'a transpercée. Oui, mais aimer ne suffit pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu m'as blessée, profondément. Et que même si je t'aime, je ne peux plus faire comme si rien ne s'était passé. Je ferai tout pour réparer. Ce n'est pas une question de réparation, c'est une question de confiance, et la confiance, une fois brisée, ne se recolle pas avec des excuses. Il pleurait maintenant, je l'entendais. « Maman, prends soin de Chloé, c'est tout ce que je te demande. Et toi, qui va prendre soin de toi? » Moi, j'ai raccroché, et j'ai pleuré, longtemps, sur le canapé, recroquevillée comme une enfant. J'avais gagné ma liberté, j'avais protégé ma dignité, j'avais refusé de me laisser effacer, mais j'avais perdu mon fils. Parce que c'est ça, la vérité, qu'on ne vous dit jamais. Parfois, se battre pour soi,
c'est renoncer aux autres. Parfois, garder sa dignité, c'est accepter la solitude. Parfois, dire non, c'est perdre ceux qu'on aime. Ce soir-là, j'ai sorti la broche de ma mère de son écrin. Je l'ai tenue dans ma main. Le métal était froid. La perle brillait sous la lumière de la lampe. Cette broche avait traversé 3 générations. Ma mère, moi, et elle aurait dû aller à Valérie, puis à Chloé. Mais la chaîne était brisée maintenant. J'ai rangé la broche dans mon tiroir, avec les autres souvenirs qu'on garde mais qu'on ne regarde plus. Les jours ont continué de passer. Mai est arrivé. Puis, juin. Julien m'envoyait des messages. Courts, timides. « Bonjour maman. J'espère que tu vas bien. Je pense à toi. Est-ce qu'on peut se parler ?» Je répondais parfois. Poliment, froidement. « Je vais bien. » Pas encore. Chloé, elle, m'écrivait tous les jours. « Mamie, j'ai eu 18 en français. Tu serais fière de moi. Mamie, il fait beau. Tu devrais aller te promener. Mamie, tu me manques. » Et c'est Chloé qui m'a sauvée. Encore une fois. Pas avec un billet cette fois, mais avec son amour, avec sa présence constante, même à distance, parce qu'elle me rappelait que je n'avais pas tout perdu, que quelque part, quelqu'un m'aimait encore. Vraiment. Sans condition. Un dimanche de juin, je suis retournée au square Montsouris. Je me suis assise sur notre banc, celui sous le marronnier. J'ai regardé les enfants jouer. Les mères rire. La vie continuait. Et j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas besoin de pardon, pas besoin de réconciliation, pas besoin de réparation. J'avais besoin de paix. Et la paix, elle ne viendrait pas de Julien, ni de Valérie, ni même de Chloé. Elle viendrait de moi, de ma capacité à accepter ce qui s'était passé, à lâcher prise, à continuer de vivre, même brisé. Parce que c'est ça, vieillir avec dignité. Ce n'est pas éviter les blessures, c'est apprendre à vivre avec. Ce n'est pas être aimé de tous, c'est s'aimer soi-même. Ce n'est pas gagner, c'est savoir perdre sans se perdre. J'ai sorti mon téléphone, j'ai écrit un message à Julien. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour, mais je ne veux plus te haïr. La haine me fatigue. Alors je choisis la distance. Pour toi, pour moi, pour nous deux. Prends soin de toi, prends soin de Chloé. Et si un jour tu comprends vraiment ce que tu m'as fait, peut-être qu'on pourra se reparler, mais pas maintenant. J'ai envoyé le message, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de la légèreté, comme si un poids venait de se détacher de mes épaules. Je n'avais plus besoin de me battre, plus besoin de me justifier, plus besoin de prouver que j'étais saine d'esprit. Je savais qui j'étais, et ça suffisait. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un petit bouquet de pivoines blanches acheté chez le fleuriste du coin. Je les ai mises dans un vase, sur la table de la cuisine, près de la fenêtre, et j'ai ouvert cette fenêtre, pour la première fois depuis des semaines. L'air frais est entré, doux, vivant. Et moi, Hélène Collin, 73 ans, j'ai décidé de continuer, sans eux s'il le fallait, mais surtout avec moi-même. L'été est arrivé doucement sur Paris. Juillet, puis août. Les rues se sont vidées, les volets se sont fermés. La ville entière semblait partir en vacances. Moi, je suis restée. Pas parce que je n'avais nulle part où aller, mais parce que j'avais besoin de rester, de réapprendre à habiter ma propre vie. Les premières semaines ont été difficiles, très difficiles. Je me réveillais la nuit, le cœur battant, avec cette sensation de chute, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds et que je tombais, encore et encore, sans jamais toucher le fond. Je rêvais de Julien, petit garçon, adolescent, jeune homme. Dans mes rêves, il m'appelait, il tendait les bras, mais quand j'essayais de le rejoindre, il s'éloignait, toujours plus loin, jusqu'à disparaître. Je me réveillais en larmes, mais petit à petit, j'ai appris à vivre avec cette douleur, pas à l'oublier. Non, on n'oublie pas une trahison, on n'efface pas une blessure pareille, mais on apprend à respirer autour d'elle, à marcher malgré elle, à continuer, même quand tout en nous voudrait s'arrêter. J'ai commencé par de petites choses, ouvrir les fenêtres chaque matin, faire mon lit, préparer un vrai petit déjeuner, pas juste un café avalé debout. J'ai recommencé à lire, des livres que j'avais toujours voulu lire, mais que je repoussais toujours. Colette, Marguerite Yourcenar, Annie Ernaux. J'ai lu sur mon balcon, avec une tasse de thé fumant, pendant que les hirondelles dessinaient des arabesques dans le ciel de juillet. Et j'ai découvert quelque chose d'étrange. La solitude, quand on l'accepte, n'est pas toujours triste. Parfois, elle est paisible, reposante, honnête. Personne pour me juger, personne pour me dire que je me répète, personne pour me traiter comme une charge. Juste moi, mes pensées, mes silences, ma liberté.
Un matin de juillet, j'ai reçu un message de Chloé. « Mamie, on part en vacances demain. Dans le sud. Maman dit que c'est pour décompresser. Papa est bizarre. Il ne parle presque plus. Je pense qu'il regrette. Mais je ne sais pas s'il sait comment te le dire. Je t'aime. Je pense à toi, tous les jours. » J'ai relu ce message plusieurs fois. Julien regrettait. Peut-être. Mais le regret ne suffit pas. Le regret ne répare pas. Le regret ne rend pas la confiance. J'ai répondu à Chloé. Profite de tes vacances, ma chérie. Nage dans la mer pour moi. Lis un bon livre. Mange des glaces. Et n'oublie pas, ce qui se passe entre ton père et moi ne te concerne pas. Tu as le droit d'aimer ton père. Tu as le droit de m'aimer aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Je t'aime. Parce que c'était important qu'elle sache ça. Que ma colère envers Julien ne devait pas la déchirer. Que l'amour n'est pas un camp qu'on choisit. Que même dans les guerres familiales, les enfants ont le droit d'aimer tout le monde. Fin juillet, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture. Une petite librairie du 5e arrondissement proposait des ateliers le jeudi après-midi. Écrire sa vie, disait l'affiche. J'avais hésité longtemps devant la vitrine. Puis je m'étais dit, pourquoi pas? Le premier jeudi, j'étais terrifiée. Il y avait 8 personnes dans la petite salle au-dessus de la librairie. Des femmes surtout. Quelques hommes. Tous entre 50 et 80 ans. L'animatrice s'appelait Léa. Une jeune femme d'une trentaine d'années, avec des lunettes rondes et un sourire doux. Aujourd'hui, nous allons écrire sur un moment de rupture. Un moment où quelque chose s'est brisé dans votre vie. Vous avez 20 minutes. 20 minutes. J'ai pris mon stylo, ouvert mon cahier, et j'ai écrit. J'ai écrit sur ce soir d'avril, sur le billet de Chloé, sur la fuite, sur la trahison. J'ai écrit sans m'arrêter, sans réfléchir. Les mots sortaient comme une rivière longtemps retenue. Quand Léa a dit « stop », j'avais rempli 4 pages. Qui veut lire? Personne n'a levé la main. Tout le monde regardait son cahier avec gêne. Puis, sans savoir pourquoi, j'ai levé la main. Moi. Et j'ai lu. Ma voix tremblait au début. Puis elle s'est affermie. Les mots prenaient corps, devenaient réels, partagés. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis, une femme, assise à côté de moi, a posé sa main sur la mienne. « Merci », a-t-elle dit simplement. Et j'ai compris que je n'étais pas seule. Que d'autres femmes, dans cette pièce, portaient des blessures similaires. Des trahisons, des abandons, des enfants qui avaient oublié d'où ils venaient. Nous n'étions pas des cas isolés. Nous étions une génération silencieuse de mères blessées. Après l'atelier, 3 femmes sont venues me parler. Martine, 68 ans. Son fils ne lui parlait plus depuis qu'elle avait refusé de lui prêter de l'argent. Brigitte, 73 ans. Sa fille l'avait placée en maison de retraite 2 ans, puis l'avait oubliée. Claire, 61 ans. Ses 3 enfants se battaient pour savoir qui hériterait de son appartement, alors qu'elle était encore vivante. On a échangé nos numéros. On s'est promis de se revoir. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie moins seule. Début août, j'ai pris une décision importante. J'ai appelé un notaire. Pas celui que Julien et Valérie avaient consulté. Un autre, indépendant, maître du bois, un homme d'une 60aine d'années, à la voix calme et rassurante. « Madame Colin, que puis-je faire pour vous? Je veux rédiger mon testament. » « Très bien. Avez-vous des héritiers? » « Un fils, une petite fille. Et vous souhaitez leur léguer vos biens? » J'ai respiré profondément. « Je veux léguer mon appartement à ma petite fille, Chloé, en totalité, à condition qu'elle le reçoive à sa majorité, pas avant. Jusqu'à ses 18 ans, l'appartement reste à mon nom ou est géré par un administrateur indépendant, pas par ses parents. » Le notaire a noté. Puis il a levé les yeux vers moi. « Puis-je vous demander pourquoi cette condition? Parce que je veux que Chloé ait un endroit à elle, un lieu qui vient de moi, directement, sans intermédiaire, sans qu'on puisse le vendre, sans qu'on puisse le lui prendre. Et votre fils? Mon fils. » J'ai hésité. Mon fils a fait des choix qui l'ont éloigné de moi. Je ne veux pas le punir, mais je ne veux pas non plus qu'il profite de ce que j'ai construit. Il pourrait contester le testament. Je sais, mais j'ai un rapport psychiatrique qui prouve ma lucidité. J'ai des témoins, j'ai une avocate, et surtout, j'ai raison. Le notaire a souri, un petit sourire respectueux. « Vous êtes une femme forte, Madame Colin. » « Non, je suis juste une femme qui a appris à se protéger. » Le testament a été rédigé, signé, enregistré, et je suis rentrée chez moi avec un sentiment de paix, parce que j'avais repris le contrôle, sur ma vie, sur mes biens, sur mon avenir. Plus personne ne déciderait pour moi. Mi-août, j'ai reçu un appel inattendu. « Valérie. » J'ai regardé le téléphone sonner, hésité, puis décroché. « Allô? »
Hélène? C'est Valérie. Sa voix était différente, plus douce, presque hésitante. Oui, je voulais vous parler. Si vous acceptez, je vous écoute. Un long silence. Je suis désolée. Ces mots m'ont surprise, vraiment surprise. Désolée de quoi? De tout, du plan, de la maison de retraite, de la façon dont je vous ai traité. Pourquoi maintenant, Valérie? Parce que je vois ce que ça fait à Julien. Il ne dort plus, il ne mange presque plus, il pleure la nuit. Il me répète qu'il a perdu sa mère, et je réalise que c'est ma faute. Ce n'est pas seulement votre faute, c'est aussi la sienne. Il a fait ses choix, je sais, mais je l'ai poussé. Je lui ai dit que vous étiez un problème, que vous alliez devenir un poids, que c'était notre devoir de vous gérer. Gérer, ce mot encore. Et maintenant, vous pensez différemment? Maintenant, je vois Chloé qui vous écrit tous les jours, qui pleure parce qu'elle ne peut pas vous voir. Je vois Julien qui se regarde dans le miroir et qui ne se reconnaît plus. Et je me dis que j'ai détruit quelque chose d'important. Oui, vous avez détruit quelque chose. Est-ce qu'on peut réparer? J'ai fermé les yeux. Pensé longtemps, très longtemps. Valérie, la réparation ne dépend pas de moi. Elle dépend de vous, de Julien, de votre capacité à comprendre vraiment ce que vous avez fait. Je comprends. Non, vous regrettez. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Ne faites rien. Laissez le temps faire son travail. Laissez Julien réfléchir. Laissez-vous réfléchir aussi. Et peut-être qu'un jour, quand vous aurez vraiment compris, on pourra reparler. Combien de temps? Je ne sais pas. Des mois, des années, peut-être jamais. Elle a pleuré, doucement, au téléphone. Je suis désolée, Hélène, vraiment. Je vous crois, mais désolée ne suffit pas toujours. J'ai raccroché, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la joie, pas de la satisfaction, pas même de la colère, juste de la tristesse. Une tristesse calme, acceptée, parce que j'avais compris quelque chose d'important. On ne peut pas forcer le pardon. On ne peut pas accélérer la guérison. On ne peut pas exiger que les blessures se referment parce que ça arrange les autres. La justice, la vraie, ne vient pas des excuses. Elle vient du temps, de la patience, de la capacité à laisser chacun porter le poids de ses actes. Julien porterait son poids, Valérie porterait le sien, et moi, je porterais le mien. Mais au moins, je le porterai debout, digne, libre. Fin août, Chloé est revenue de vacances. Elle m'a envoyé un message. « Mamie, je peux venir te voir? Juste toi et moi ?» J'ai répondu immédiatement. « Oui, quand tu veux. » Elle est venue un mercredi après-midi. Elle avait grandi, bronzée, ses cheveux avaient poussé. Quand elle m'a vue, elle s'est jetée dans mes bras et a pleuré. « Mamie, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon ange, toi aussi. » On a passé l'après-midi ensemble. J'ai fait des crêpes. On a parlé de tout et de rien. De ses vacances, de ses amis, de sa rentrée prochaine en 5e. Puis, alors qu'on était assises sur le balcon, elle m'a demandé « Mamie, est-ce que tu vas pardonner à papa ?» Je l'ai regardée, ses grands yeux noisettes pleins d'espoir. « Je ne sais pas, Chloé. Peut-être un jour, peut-être jamais. Tu ne l'aimes plus? » « Si, je l'aime. On n'arrête pas d'aimer ses enfants. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire accepter tout ce qu'il fait. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. » Elle a réfléchi un moment. « Moi, je t'aime, mamie. Je sais, et moi aussi. Et ça ne changera jamais. Non, jamais. » Avant de partir, elle m'a donné une enveloppe, de la part de papa. « Chloé, tu n'es pas un facteur. Tu n'as pas à transmettre ces messages. Je sais. Mais il m'a demandé. Et je lui ai dit que je te la donnerais seulement si tu acceptais. Tu acceptes? » J'ai pris l'enveloppe. « Merci, ma chérie. » Après son départ, je suis restée longtemps avec l'enveloppe à la main. Puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre, écrite à la main. L'écriture de Julien. « Maman, je ne trouve pas les mots. Je les cherche depuis des semaines. Mais aucun mot ne peut effacer ce que j'ai fait. J'ai trahi ta confiance. J'ai trahi ton amour. J'ai essayé de te voler ta liberté. Et le pire, c'est que je l'ai fait en me disant que c'était pour ton bien. Mais c'était pour mon bien à moi, pour ma tranquillité, pour ne pas avoir à affronter mes peurs, la peur de te voir vieillir, la peur de te perdre, la peur de ne pas être à la hauteur. Alors j'ai écouté Valérie, parce que c'était plus facile, parce qu'elle me disait ce que je voulais entendre, que tu étais malade, que ce n'était pas ma faute, que c'était la solution. Mais ce n'était pas la solution, c'était une lâcheté. Je ne te demande pas de me pardonner, je ne le mérite pas.
Je te demande juste de savoir que je regrette, profondément, et que je ferai tout pour mériter, un jour, de te regarder à nouveau dans les yeux. Je t'aime, maman. Julien. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai rangée dans mon tiroir, à côté de la broche en argent et perles. 2 héritages que je ne savais plus quoi faire. 2 symboles d'un amour brisé. Mais peut-être qu'un jour, quand le temps aurait fait son œuvre, je pourrais les regarder sans pleurer. Peut-être. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour à Julien, mais je sais que je ne veux plus être en colère. La colère me fatigue, elle me vide, elle m'empêche de vivre. Alors, je choisis autre chose. Je choisis la distance, la paix, la reconstruction. Je choisis de continuer, sans eux s'il le faut, mais surtout avec moi-même, parce que j'ai 73 ans et que j'ai encore des choses à vivre, des livres à lire, des amitiés à construire, des silences à apprivoiser. J'ai encore moi. Et maintenant, je sais que ça suffit. L'automne est arrivé avec ses feuilles dorées et ses matins frais. Septembre, octobre, novembre. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée d'avril, depuis le billet de Chloé, depuis la fuite, depuis la rupture. 6 mois pendant lesquels j'avais reconstruit ma vie, petit à petit, pierre par pierre. Je voyais Chloé tous les mercredis après-midi. C'était devenu notre rituel. Elle venait après l'école. On goûtait ensemble, on parlait, on riait. Parfois, elle me parlait de Julien et Valérie. Pas directement, mais je sentais, dans ces silences, que quelque chose n'allait pas chez elle. Un mercredi de fin septembre, alors qu'on mangeait des madeleines sur le balcon, elle m'a dit « Mamie, maman et papa se disputent tout le temps maintenant. » J'ai posé ma tasse de thé. « Ah oui? Oui. Papa lui reproche des choses. Et maman dit qu'il est devenu insupportable. Hier soir, papa a dormi sur le canapé. Mon cœur s'est serré. Pas de tristesse pour eux, mais de tristesse pour elle. Ça doit être difficile pour toi. Oui, surtout que... » Elle a hésité. « Quoi, ma chérie? Surtout que c'est à cause de toi qu'ils se disputent. À cause de moi? Papa dit tout le temps, j'ai perdu ma mère à cause de toi. Et maman répond, c'est toi qui n'as pas eu le courage de lui dire non. Et il continue comme ça, pendant des heures. Elle m'a regardée avec ses grands yeux tristes. Je crois que papa t'aime encore beaucoup. Et je crois qu'il ne s'aime plus beaucoup lui-même. Cette phrase m'a transpercée. Chloé avait 14 ans maintenant. Elle grandissait, et elle voyait des choses que beaucoup d'adultes refusent de voir. Julien ne s'aimait plus, parce que quand on trahit quelqu'un qu'on aime, on se trahit aussi soi-même. Et toi, Chloé, comment tu vas dans tout ça? Elle a haussé les épaules. Ça va. J'essaie de ne pas écouter, de rester dans ma chambre, de penser à autre chose. Tu peux venir ici quand tu veux. Tu le sais, non? Oui. Merci, mamie. Elle a mordu dans sa madeleine, puis elle a ajouté, presque comme si elle se parlait à elle-même, « Des fois, je me demande si c'est ma faute, si je n'avais pas écrit ce billet. » Non, j'ai dit ça fermement, plus fermement que je ne l'avais voulu. Écoute-moi bien, Chloé, tu m'as sauvée. Tu as fait ce qui était juste. Ce qui se passe entre tes parents maintenant, c'est la conséquence de leur choix, pas des tiens. Tu comprends? Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle ne me croyait pas complètement. Parce que c'est ça aussi, les enfants. Ils portent toujours la culpabilité des adultes. En octobre, j'ai appris par Martine, une des femmes de l'atelier d'écriture, que Valérie avait été vue seule à plusieurs événements sociaux. J'ai une amie qui la connaît. Elle dit que Valérie raconte partout que son mari traverse une dépression, qu'il ne sort plus, qu'il refuse de voir du monde. Une dépression? C'est ce qu'elle dit. Mais mon amie pense que c'est autre chose. Elle dit que Julien a maigri, qu'il a l'air perdu, comme quelqu'un qui ne sait plus qui il est. Ces mots m'ont hanté pendant des jours. Julien était malade, peut-être pas physiquement, mais moralement. Il se noyait dans sa propre culpabilité. Et une partie de moi, une toute petite partie que j'avais honte de reconnaître, se disait « c'est la justice ». Mais une autre partie, plus grande, plus maternelle, souffrait pour lui. Parce qu'on n'arrête jamais d'être mère, même quand on devrait, même quand on voudrait. Mi-octobre, j'ai reçu un appel de l'école de Chloé, la conseillère pédagogique, Madame Durand. « Madame Collin, je suis désolée de vous déranger, mais Chloé a mis votre nom comme contact d'urgence. » Mon cœur a bondi. Il s'est passé quelque chose? Non, non, rassurez-vous, Chloé va bien physiquement, mais on s'inquiète pour elle. Pourquoi? Ses résultats ont chuté. Elle est devenue silencieuse, renfermée. Elle mange à peine à la cantine. Et hier, on l'a trouvée en larmes dans les toilettes. J'ai fermé les yeux. Est-ce que ses parents sont au courant? On a essayé de les joindre,
Monsieur Collin ne répond pas au téléphone. Madame Collin a dit qu'elle n'avait pas le temps de venir, qu'elle était en déplacement professionnel. Elle n'avait pas le temps. Sa fille pleurait dans les toilettes de son école et elle n'avait pas le temps. Je viens. Vous êtes sûr? Oui, j'arrive. J'ai pris un taxi. Je suis arrivée à l'école 20 minutes plus tard. Chloé était assise dans le bureau de la conseillère, les yeux rouges, les cheveux défaits. Quand elle m'a vue, elle s'est levée d'un bond et s'est jetée dans mes bras. Mamie, je suis là, mon ange. Je suis là. On est rentré chez moi. J'ai préparé du chocolat chaud. On s'est installé sur le canapé. Et elle a parlé. Elle a parlé de la maison devenue un champ de bataille, des disputes incessantes, du silence pesant entre les disputes, de Julien qui ne la regardait plus, de Valérie qui était toujours absente, toujours en déplacement, toujours occupée. J'ai l'impression d'être invisible, mamie, comme si je n'existais plus, comme si tout ce qui comptait, c'était leur guerre. Tu n'es pas invisible, Chloé. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Mais pour eux, je n'ai pas su quoi répondre. Parce que la vérité, c'est que Julien et Valérie étaient tellement absorbés par leur propre destruction qu'ils avaient oublié leur fille. C'est ça aussi le karma. Quand on brise quelqu'un, on se brise soi-même. Et souvent, on brise aussi ce qu'on aime. Ce soir-là, j'ai appelé Julien. Il a décroché à la 5e sonnerie. « Maman ?» Sa voix était éteinte, creuse. « Julien, Chloé est chez moi. »« Quoi? Pourquoi ?» Parce qu'elle allait mal. Parce que son école m'a appelé. Parce qu'elle pleurait dans les toilettes et que personne n'était là pour elle. Silence. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu ne regardes plus. Ni elle, ni rien. Maman, Julien, je ne t'appelle pas pour te faire la morale. Je t'appelle pour te dire que ta fille a besoin de toi. Pas du Julien détruit. Pas du Julien coupable. Du Julien père. Du Julien qui aime sa fille. Je ne sais plus comment être ce Julien. Sa voix s'est brisée. J'ai tout détruit, maman. Toi, Valérie, moi-même. Et maintenant Chloé. Je ne sais plus qui je suis. J'ai respiré profondément, cherché les mots justes. Tu es quelqu'un qui a fait une terrible erreur, mais tu es aussi quelqu'un qui peut réparer. Pas avec moi, pas tout de suite, mais avec elle, avec Chloé. Comment? En étant présent, en la regardant, en l'écoutant, en arrêtant de te noyer dans ta culpabilité et en commençant à agir. Silence. Elle peut rester chez toi ce soir. Oui, merci maman. Ce n'est pas pour toi que je le fais. C'est pour elle, je sais. J'ai raccroché. Chloé est restée 3 jours chez moi. 3 jours pendant lesquels elle a retrouvé des couleurs. Ri, mangé, dormi. Le 3e jour, Julien est venu la chercher. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu un choc. Il avait vieilli, énormément. En 6 mois, il avait pris 10 ans. Ses cheveux grisonnaient. Son visage était creusé. Ses yeux, autrefois si clairs, étaient ternes. « Bonjour maman. Bonjour Julien. » On est resté là, dans l'embrasure de la porte, sans savoir quoi dire. Puis Chloé est apparue derrière moi. « Papa, ma chérie. » Elle a couru vers lui. Il l'a prise dans ses bras, et j'ai vu qu'il pleurait. « Pardon, Chloé. Pardon de ne pas avoir été là. C'est pas grave, papa. » « Si, c'est grave. Mais je te promets que je vais faire mieux. » Ils sont partis ensemble, main dans la main. Et moi, je suis restée sur le seuil de ma porte, le cœur lourd. Début novembre, j'ai appris par Chloé que Valérie et Julien s'étaient séparés. Maman est partie. Elle a loué un appartement dans le 7e. Elle dit qu'elle a besoin d'espace, qu'elle ne peut plus vivre avec papa. Et ton père? Il est triste, mais je crois qu'il est aussi soulagé, parce que parfois, une rupture est une libération. Valérie était partie, emportant avec elle ses reproches, ses accusations, son mépris, et Julien se retrouvait seul, avec sa culpabilité, avec ses regrets, avec sa fille. Un samedi de novembre, alors que je faisais mes courses au marché, je l'ai vue, Valérie. Elle était devant un étal de légumes, élégante comme toujours. Manteau camel, sac en cuir, lunettes de soleil malgré le ciel gris. Mais quelque chose avait changé. Elle avait l'air seule, terriblement seule. Elle regardait les légumes sans les voir. Son téléphone sonnait. Elle ne répondait pas. Elle était ailleurs, perdue dans ses pensées. Et j'ai compris quelque chose. Valérie avait tout ce qu'elle voulait. Un bel appartement, un travail prestigieux, sa liberté. Mais elle avait perdu Julien. Elle avait perdu Chloé, qui refusait maintenant de lui parler plus de 5 minutes au téléphone. Elle avait gagné une bataille, mais elle avait perdu la guerre. Parce que c'est ça, la justice poétique. Ce n'est pas une punition spectaculaire. Ce n'est pas une vengeance éclatante. C'est juste la vie qui rend ce qu'on lui donne. Valérie avait semé la froideur, la manipulation,
l'égoïsme. Maintenant, elle récoltait la solitude. Je ne lui ai pas parlé ce jour-là. Je suis passé à côté d'elle sans un mot, sans un regard, parce que je n'avais rien à lui dire, et elle n'avait rien à m'offrir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, manuscrite, de Valérie. « Hélène, je sais que vous n'avez aucune raison de me lire, encore moins de me croire, mais j'ai besoin de vous dire quelque chose. J'ai appelé ma mère hier. Je ne lui avais pas parlé depuis 2 ans. On s'était disputé pour une histoire d'héritage. Une broutille, mais mon orgueil m'avait empêché de faire le premier pas. Hier, j'ai appelé, pour me réconcilier. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me parler, qu'elle était fatiguée, que j'avais été égoïste toute ma vie, et qu'elle préférait finir ses jours seule plutôt qu'avec une fille comme moi. Puis elle a raccroché, et j'ai compris. J'ai compris ce que vous avez ressenti quand Julien a essayé de vous enfermer, ce que vous avez ressenti quand on vous a traité comme un problème. J'ai compris qu'on récolte ce qu'on sème. Ma propre mère me rejette, exactement comme j'ai essayé de vous rejeter. La vie finit toujours par nous rendre ce qu'on lui donne, n'est-ce pas? Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste de savoir que je comprends maintenant. Trop tard peut-être, mais je comprends. Valérie. J'ai relu cette lettre plusieurs fois, et je n'ai pas ressenti de joie, ni de satisfaction, ni même de compassion. Juste une tristesse immense. La tristesse de voir que certaines leçons se payent aussi cher. La tristesse de savoir que Valérie avait perdu sa mère exactement comme elle avait essayé de me faire perdre mon fils. Le karma n'est pas une vengeance, c'est un miroir. Il nous renvoie nos propres actions, nos propres choix, nos propres cruautés. Et parfois, ce reflet est insoutenable. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai appris que Valérie avait perdu sa mère, exactement comme elle avait essayé de m'éloigner de mon fils. Une partie de moi aurait pu se réjouir. Penser, voilà, la justice est faite. Mais je ne me réjouis pas, parce que ce n'est pas de la justice, c'est de la tristesse. La tristesse de voir que nous répétons tous les mêmes erreurs, que nous blessons ceux qu'on aime, et que la vie, implacable, nous fait payer. Valérie ne m'avait traitée de folle. Des années plus tard, c'est elle qui se retrouve seule, rejetée par sa propre mère. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ce n'est pas moi qui ai puni Valérie. Ce n'est pas moi qui ai détruit Julien. C'est eux-mêmes, leurs choix, leurs actes. Et moi, je continue, libre, digne, debout. Parce que c'est ça la vraie justice. Pas la vengeance, mais la capacité à survivre à ceux qui voulaient nous détruire. Fin novembre, Julien m'a envoyé un message. « Maman, est-ce qu'on peut se voir? Juste nous deux ?» J'ai hésité, longtemps. Puis j'ai répondu. Pas encore, mais peut-être bientôt. Parce que je n'étais pas prête. Pas encore. Mais quelque chose en moi avait bougé. La colère s'était apaisée. La douleur s'était adoucie. Et je commençais à entrevoir la possibilité, lointaine, fragile, d'un pardon. Pas maintenant. Pas encore. Mais peut-être un jour, quand le temps aurait fini son œuvre. Quand Julien aurait vraiment compris, vraiment changé, quand je serais prête à rouvrir cette porte, sans peur, sans amertume. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Décembre est arrivé avec ses lumières de Noël et ses rues décorées. Paris brillait, les vitrines scintillaient, les gens couraient d'un magasin à l'autre, les bras chargés de paquets. Moi, je marchais lentement dans le froid, emmitouflé dans mon manteau de laine, respirant l'air glacé qui me piquait les joues. J'avais 74 ans maintenant. Mon anniversaire était passé en octobre. Chloé m'avait apporté un gâteau qu'elle avait fait elle-même, un peu brûlé sur les bords. Parfait. 8 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée d'avril, depuis le billet, depuis la rupture, depuis que ma vie avait basculé. 8 mois pendant lesquels j'avais tout perdu et tout retrouvé. Pas eux, pas ma famille telle qu'elle existait avant, mais moi, mon intégrité, ma liberté, ma paix. Un jeudi de décembre, j'étais à mon atelier d'écriture. Léa nous avait donné un sujet. Écrivez une lettre à votre moi d'il y a 10 ans. Que lui diriez-vous? J'ai pris mon stylo et j'ai écrit. Chère Hélène, dans 10 ans, tu auras 74 ans. Tu vivras seule dans ton appartement. Ton fils ne te parlera presque plus. Ta belle-fille t'aura trahi. Tu auras perdu beaucoup, mais tu auras gagné plus encore. Tu auras appris que l'amour ne suffit pas, qu'il faut aussi le respect, la dignité, la réciprocité. Tu auras appris que vieillir n'est pas disparaître, que ta voix compte, que ta vie t'appartient. Tu auras appris que se battre pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Tu auras appris que le pardon n'est pas une obligation, que parfois, la vraie sagesse, c'est de savoir partir.
Tu auras appris que la solitude n'est pas toujours une malédiction, qu'elle peut être une libération. Alors ne crains pas l'avenir, chère Hélène, ne crains pas de vieillir, ne crains pas d'être seule, parce que tu seras toujours là, pour toi-même, et ça suffira. Avec toute ma tendresse, Hélène, 74 ans. Quand j'ai fini de lire devant le groupe, il y avait des larmes, sur les visages des autres femmes, et sur le mien aussi, parce que cette lettre, ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour toutes les femmes de ma génération, toutes celles qui se sont effacées, qui se sont tues, qui ont accepté d'être traitées comme des meubles, toutes celles qui, un jour, ont dû choisir entre leur dignité et leur famille. Après l'atelier, Martine m'a prise par le bras. « Hélène, tu devrais publier ton histoire, vraiment. Beaucoup de femmes ont besoin de l'entendre. Publier? Où? Comment? Je ne sais pas. Un blog, un livre, peu importe. Mais cette histoire doit sortir de cette salle. » J'ai souri, mais j'y ai pensé pendant des jours. Est-ce que mon histoire pouvait aider quelqu'un? Est-ce qu'une autre femme, quelque part, vivait la même chose que moi? Est-ce qu'elle aussi avait besoin d'entendre « Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de partir. Tu as le droit de vivre. » Mi-décembre, j'ai reçu un appel de Julien. « Maman, je sais que tu as dit pas encore, mais est-ce que je peux passer? Juste 5 minutes. Je ne te demande rien. Je veux juste te voir. » Sa voix était différente, plus calme, plus posée, comme quelqu'un qui a traversé un désert et qui en est ressorti changé. J'ai hésité. Mon cœur disait oui. Ma raison disait « Attention. » 5 minutes, Julien. Merci, maman. Il est venu le lendemain, un samedi après-midi. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'il avait encore maigri. Mais ses yeux étaient différents, plus clairs, plus présents. « Bonjour, maman. »« Bonjour. Entre. » On s'est assis, pas sur le canapé, à la table de la cuisine, comme autrefois. Comme quand il venait déjeuner le dimanche. Il a posé un paquet devant moi, petit, rectangulaire, enveloppé dans du papier craft. « C'est pour toi, Julien. Je ne veux pas de cadeau. Ce n'est pas un cadeau. C'est une restitution. » J'ai ouvert le paquet. À l'intérieur, un carnet relié en cuir, ancien, usé. « C'est quoi? » « Le journal de grand-mère, celui de ta mère. Je l'ai trouvé dans le grenier de la maison de campagne, tu sais, celle qu'on avait vendue après la mort de papa. Je l'avais gardé. Je voulais te le donner depuis des années, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai ouvert le carnet, l'écriture de ma mère, fine, élégante, des pages et des pages. Mes yeux se sont embués. « Julien, lis la dernière page. » J'ai tourné les pages jusqu'à la fin. La dernière entrée était datée de 2 jours avant sa mort, 15 mars 1998. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Mon corps me lâche, mais mon esprit est clair. Je veux laisser quelque chose à ma fille. Pas de l'argent, pas des meubles. Quelque chose de plus important. Un conseil. Hélène, ma chérie, si un jour tu lis ces lignes, souviens-toi de ceci. Ne te laisse jamais effacer, ni par un homme, ni par tes enfants, ni par la société qui te dit que vieillir, c'est disparaître. Tu as le droit d'exister, pleinement, jusqu'au dernier souffle. Et si un jour quelqu'un essaie de te prendre ta liberté, bats-toi, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Parce que ta dignité vaut plus que la paix. Je t'aime, pour toujours. Maman, j'ai fermé le carnet. Mes mains tremblaient. Des larmes coulaient sur mes joues. Ma mère, elle savait. Elle avait toujours su. Pourquoi tu ne me l'as jamais donné? Julien a baissé les yeux. Parce que j'avais peur de ce qu'il contenait. J'avais peur que ça te donne des idées, que ça te rende indépendante. Indépendante? Oui, j'avais besoin que tu restes ma mère, disponible, toujours là. Il a levé les yeux vers moi. Mais maintenant, je comprends. Grand-mère avait raison. Tu as le droit d'exister. Pas juste pour moi, pas juste pour Chloé, pour toi. Qu'est-ce qui a changé, Julien? Il a respiré profondément. Tout. Valérie est partie. J'ai perdu mon travail. Quoi? J'ai démissionné. Je ne pouvais plus. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Et maintenant? Maintenant, je vois un thérapeute. 3 fois par semaine. Et je passe du temps avec Chloé. Juste elle et moi. On parle, on rit, on reconstruit. C'est bien, et je pense à toi tous les jours. Je me demande si un jour tu pourras... Il n'a pas fini sa phrase. Me pardonner? Oui. J'ai regardé ce carnet. Puis mon fils, cet homme de 46 ans qui avait l'air d'un enfant perdu. Julien, je ne sais pas si je pourrais te pardonner complètement. Peut-être jamais. Ce que tu as fait, ça a brisé quelque chose. Il a hoché la tête. Une larme a coulé sur sa joue. Mais je peux faire autre chose. Quoi? Je peux accepter qui tu es devenu.
Pas qui tu étais, mais qui tu deviens. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait une erreur terrible, mais tu la reconnais. Tu changes, tu travailles sur toi, tu es présent pour Chloé. C'est déjà beaucoup. Ce n'est pas assez. Non, mais c'est un début. On est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, si bas que j'ai à peine entendu, est-ce qu'on peut essayer de se reparler? Pas comme avant, mais autrement, doucement. J'ai fermé les yeux, cherché en moi la réponse. Oui, doucement. Il a souri, un petit sourire fragile, comme un bourgeon au printemps. Merci maman. Avant de partir, il s'est retourné. Ah, j'allais t'oublier. Chloé voulait que je te dise quelque chose. Quoi? Elle dit que tu es son héroïne, qu'elle veut être comme toi quand elle sera grande, forte, libre, courageuse. Ces mots m'ont transpercée. Après son départ, je me suis assise sur mon balcon, le journal de ma mère sur mes genoux. J'ai relu ces derniers mots. Encore et encore. Ta dignité vaut plus que la paix. Elle avait raison. J'avais choisi la dignité, et j'avais perdu la paix, pendant des mois. Mais maintenant, je retrouvais les deux. Pas la paix facile de l'obéissance, pas la paix fausse du silence, mais la paix vraie, celle qui vient de l'intérieur, celle qui naît quand on sait qu'on a fait ce qui était juste. Quelques jours avant Noël, j'ai sorti la broche en argent et perles de son écrin. Je l'ai regardée longuement, ce bijou qui avait traversé 3 générations, ma mère, moi, et maintenant, j'ai appelé Chloé. Ma chérie, est-ce que tu peux passer? J'ai quelque chose pour toi. Elle est venue le lendemain, les yeux brillants, curieuse. Je lui ai tendu l'écrin. C'est pour moi? Oui, c'était la broche de mon arrière-grand-mère, puis de ma mère, puis moi. Et maintenant, elle est à toi. Elle l'a ouverte. Ses yeux se sont écarquillés. Mamie, elle est magnifique. Elle est à toi, mais avec une condition. Laquelle? Ne la porte pas pour faire plaisir aux autres. Ne la porte pas parce qu'on te le demande. Porte-la quand tu te sentiras forte, quand tu te sentiras libre, quand tu sauras qui tu es. Elle a hoché la tête, gravement. Je te le promets, mamie. Elle a passé ses bras autour de mon cou. Merci, pour tout, pour avoir été là, pour avoir été forte, pour m'avoir montré qu'on peut dire non. De rien, mon ange. Mamie? Oui, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. J'ai souri, les larmes aux yeux. Non, je suis juste une femme qui a refusé de disparaître. La veille de Noël, je suis retournée au square Montsouris, sur notre banc, sous le marronnier. Il faisait froid, le ciel était gris, mais je me sentais bien. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon carnet de notes et j'ai commencé à écrire. Pas pour moi, pour les autres femmes, celles qui vivent ce que j'ai vécu, celles qui se demandent si elles ont le droit de dire non. À toutes les femmes qui se sentent invisibles, à toutes les mères qu'on traite comme des fardeaux, à toutes les grand-mères qu'on essaie d'effacer. Voici ce que j'ai appris. Vous avez le droit d'exister, pleinement, jusqu'au dernier souffle. Vous avez le droit de dire non, même à vos enfants, même à ceux que vous aimez. Vous avez le droit de partir, quand on vous manque de respect, quand on vous trahit. Vous avez le droit de choisir la dignité plutôt que la paix, parce que la vraie paix ne vient pas de l'obéissance, elle vient de l'intégrité. Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait peur, je sais que vous risquez de tout perdre, mais vous risquez surtout de vous perdre vous-même. Et ça, c'est pire que tout. Alors tenez bon, debout, digne, et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Quelque part, une autre femme vit la même chose, souffre de la même trahison, se demande si elle a le droit de se battre. Et la réponse est oui, toujours oui, parce que votre vie vous appartient, jusqu'au bout. J'ai relu ce texte, puis je l'ai envoyé à Léa, l'animatrice de l'atelier. Elle m'a répondu quelques minutes plus tard. « Hélène, c'est magnifique et nécessaire. Merci. » Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment de plénitude. J'avais 74 ans, j'avais perdu beaucoup, mais j'avais gagné plus encore. J'avais gagné ma liberté, ma dignité, mon intégrité. J'avais gagné le respect de ma petite fille. Et peut-être, un jour, une nouvelle relation avec mon fils. Différente, plus honnête. J'avais gagné des amis, des femmes qui me comprenaient, qui me soutenaient. Et surtout, j'avais gagné moi-même, cette Hélène que j'avais perdue pendant des années, en essayant de faire plaisir, en essayant de ne pas déranger, en essayant d'être la mère parfaite. Cette Hélène était revenue, plus forte, plus sage, plus libre. Le soir de Noël, j'ai reçu un message de Julien. « Maman, joyeux Noël, je pense à toi. Chloé et moi, on mange des huîtres et on regarde un vieux film. On aurait aimé que tu sois là, mais on comprend si tu préfères être seule. Je t'aime. »
J'ai souri, et j'ai répondu « Joyeux Noël, mon fils. Profitez de votre soirée. Moi aussi je vous aime. Et peut-être qu'un jour, on pourra de nouveau partager un Noël ensemble. Pas comme avant, mais autrement, en paix. » J'ai éteint mon téléphone, allumé des bougies, mis de la musique douce, et j'ai dîné seul, mais pas dans la tristesse, dans la plénitude, parce que j'avais appris quelque chose d'essentiel. On peut être seul sans être abandonné. On peut vieillir sans disparaître. On peut aimer ses enfants sans s'y perdre. Et on peut pardonner sans oublier. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai 74 ans, et je suis heureuse. Pas d'un bonheur parfait, pas d'un bonheur sans blessure, mais d'un bonheur vrai, celui qui naît quand on a traversé l'enfer et qu'on en ressort debout. Ma vie n'est pas celle que j'avais imaginée. J'ai perdu mon fils pendant des mois. J'ai été trahie, abandonnée. Mais j'ai survécu. Et plus que ça, j'ai vécu. Parce que survivre, ce n'est pas seulement respirer, c'est continuer à rire, à aimer, à espérer. Et moi, je continue, avec mes rides, mes cheveux gris, mes 74 ans, avec ma liberté, ma dignité, ma sagesse. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.